Après un voyage, un millionnaire rentre chez lui et trouve sa mère emmenée menottée par des policiers. Sa belle-fille, froide et manipulatrice, présente de faux rapports et des accusations mensongères pour la faire interner de force. Mais ce qui semblait être une crise de la vieille dame révèle un réseau de corruption et de cruauté planifiée. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. C'est parti. La fine pluie de septembre tombait sur Paris quand Antoine Dubois aperçut enfin la silhouette imposante de sa demeure, dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. Il était presque 19 heures et la circulation chaotique de la ville avait transformé les 20 minutes depuis l'aéroport en près d'une heure de patience mise à l'épreuve. Mais rien de tout cela n'importait maintenant. Après 15 jours plongés dans des réunions stratégiques, des présentations interminables et des dîners d'affaires en Europe, tout ce qu'Antoine voulait, c'était serrer sa mère dans ses bras, sentir l'odeur de jasmin qu'elle portait toujours et entendre sa voix sereine lui raconter les nouvelles du voisinage. Le voyage avait été un succès absolu. Des contrats de plusieurs millions d'euros signés, des partenariats internationaux conclus, son entreprise de technologie atteignant enfin le niveau dont il avait rêvé pendant des années de travail acharné. À 42 ans, Antoine Dubois était considéré comme l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de France. Son nom apparaissait dans les magazines spécialisés, ses analyses sur l'innovation étaient sollicitées lors de conférences et son patrimoine augmentait de manière exponentielle chaque trimestre. Mais rien de tout cela ne signifiait autant que l'approbation silencieuse dans les yeux de Madame Hélène, sa mère de 74 ans, qui avait toujours cru en son fils même quand tous les autres doutaient. La voiture se gara enfin dans le vaste garage. Antoine ressentit une pointe de culpabilité en remarquant que la maison était plus sombre que d'habitude. Hélène avait l'habitude de laisser toutes les lumières allumées quand elle savait qu'il rentrait, une façon silencieuse de dire qu'elle l'attendait. Peut-être avait-elle oublié, peut-être était-elle fatiguée. Antoine secoua la tête, chassant les pensées négatives. Sa mère était forte, lucide, pleine de vie. Elle marchait encore tous les jours au parc Monceau, maintenait une routine rigoureuse d'exercices légers et adorait s'occuper du jardin d'orchidées qu'elle cultivait avec une dévotion presque maternelle. Mais quelque chose n'allait pas. Antoine le sentit à l'instant où il ouvrit la porte latérale du garage et entendit des voix étouffées venant du salon principal. Des voix tendues, officielles. Son cœur s'emballa. Il laissa tomber sa valise sur le sol et courut dans le couloir de marbre, ses pas résonnant sur les murs tapissés de photos de famille. La scène qu'il découvrit était comme un cauchemar matérialisé en pleine réalité. 3 voitures de police étaient garées devant la maison, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant à un rythme sinistre qui transformait la façade élégante en quelque chose sorti d'un film d'horreur. 2 agents en uniforme discutaient à voix basse avec une grande femme aux cheveux sombres attachée en un chignon impeccable. Une femme qu'Antoine connaissait très bien, Laurence, sa belle-fille, l'épouse de Gabriel, son fils unique. Et là, au centre de toute cette confusion, se trouvait Hélène. Antoine sentit l'air lui manquer. Sa mère, toujours si élégante et posée, portait une simple robe en coton bleu clair, celle qu'elle réservait au jour où elle restait à la maison pour s'occuper du jardin. Ses cheveux grisonnants, normalement attachés en un chignon doux, étaient légèrement en désordre. Mais ce qui brisa le cœur d'Antoine fut l'expression sur son visage. Confusion, peur, impuissance. L'un des agents tenait délicatement le bras d'Hélène, comme s'il s'apprêtait à l'escorter quelque part. Un autre tenait un dossier avec des documents. Et Laurence, sa belle-fille, affichait une expression de préoccupation soigneusement calculée, les lèvres pincées, les yeux légèrement humides comme si elle retenait ses larmes. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix mélodramatique quand elle le vit traverser le jardin à grandes enjambées. « Je pensais que tu ne rentrais que demain. »« Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-il, ignorant complètement sa question. Sa voix sortit plus fort qu'il ne l'avait prévu, chargée de panique et d'indignation. « Pourquoi y a-t-il des policiers chez moi? Pourquoi tiennent-ils ma mère ?» Laurence échangea un regard rapide avec l'un des agents avant de répondre. « Il faut qu'on parle, Antoine. C'est très délicat, et je comprends que ce soit un choc pour toi, mais... »« Un choc ?» l'interrompit Antoine, sa voix tremblant de rage contenue. « Je rentre de voyage, et je trouve ma mère traitée comme une criminelle.
Qu'est-ce qui se passe, bon sang, Laurence? Où est Gabriel? Ton fils est à la maison, il se repose. Il a traversé une période très difficile avec tout ça, répondit Laurence avec ce ton de voix qu'Antoine avait toujours trouvé artificiel, comme si elle répétait chaque mot avant de le prononcer. Et quant à ta mère, Antoine, je sais que ça va paraître dur, mais nous sommes ici à cause d'une ordonnance du juge. Hélène doit être hospitalisée pour son propre bien. Hospitalisée? Répéta Antoine, incrédule. Son esprit luttait pour comprendre ces mots. Hospitalisée où? Pourquoi? Ma mère va parfaitement bien, elle n'a aucun problème de santé qui justifie... C'est exactement ce genre de déni qui inquiète les médecins, l'interrompit doucement Laurence, et Antoine eut envie de crier. Je sais que tu as toujours été très proche d'Hélène, mais tes voyages constants, ton absence, t'ont empêché de voir les signes. Les épisodes se sont intensifiés ces dernières semaines. Des épisodes, répéta encore Antoine, se sentant comme un perroquet coincé dans une boucle incompréhensible. Quels épisodes? De quoi tu parles? Laurence soupira dramatiquement et ouvrit un dossier qu'elle tenait. Elle en sortit plusieurs documents agrafés. Des rapports médicaux, Antoine, de 3 psychiatres différents. Tous s'accordent à dire qu'Hélène présente des crises graves, des comportements erratiques, des moments de confusion mentale aiguë. Elle met sa propre intégrité en danger. C'est un mensonge, explosa Antoine, faisant 2 pas en avant qu'un des policiers ne lève la main dans un geste poli mais ferme pour le retenir. Ma mère est parfaitement lucide. Je lui ai parlé en visioconférence il y a 3 jours et elle allait très bien. Elle m'a parlé des orchidées qui ont fleuri, du livre qu'elle lit, de la nouvelle recette qu'elle a essayée. C'est absurde. Laurence maintint son expression de fausse compassion. Antoine, les rapports, ne mentent pas. Et tu viens de confirmer que tu ne lui as parlé qu'il y a 3 jours. Tu as passé 15 jours à l'étranger. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé pendant cette période. Les crises sont intermittentes. Elle peut paraître complètement normale pendant des heures, puis soudain entrer dans un état de confusion dangereux. Antoine, mon fils. La voix fragile d'Hélène déchira l'air et il sentit les larmes lui brûler les yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Ces hommes sont arrivés avec des papiers en disant que je dois aller à l'hôpital. Mais je ne suis pas malade, mon fils. Je ne le suis pas. Je sais, maman, dit Antoine, essayant de garder la voix ferme même si son monde entier s'effondrait. Je sais que tu n'es pas malade. C'est une erreur. Une terrible erreur. Monsieur Dubois, intervint l'un des agents d'une voix respectueuse mais autoritaire. Je comprends votre inquiétude, mais nous avons ici une ordonnance judiciaire délivrée par un juge. Les documents sont en règle. L'hospitalisation sous contrainte a été demandée par la famille, sur la base de rapports médicaux attestant de la nécessité d'un traitement immédiat. Demandé par la famille. Antoine se tourna vers Laurence avec une expression qui mêlait choc et fureur. C'est toi qui as fait ça. Tu as demandé l'hospitalisation de ma mère sans me consulter. J'avais une procuration, Antoine, répondit calmement Laurence, et ses mots furent comme un coup de poignard. Tu te souviens de ces documents que tu as signés avant ta dernière série de voyages internationaux? Tu m'as donné une procuration générale pour prendre des décisions médicales et administratives au nom de la famille pendant ton absence. J'ai simplement utilisé cette autorisation légale pour protéger Hélène d'elle-même. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. La procuration. Oui, il s'en souvenait. Laurence avait insisté sur le fait que c'était nécessaire, une mesure de précaution, au cas où une urgence surviendrait pendant qu'il était à l'étranger. Gabriel avait soutenu sa femme, disant que c'était logique d'avoir quelqu'un avec un pouvoir de décision en l'absence de son père. Et Antoine, toujours occupé, confiant toujours que sa belle-fille prendrait bien soin de la famille, avait signé sans lire tous les détails. Comment aurait-il pu imaginer que ces papiers seraient utilisés pour ça? C'est de la manipulation, dit-il, sa voix devenant rauque. Tu as utilisé ma confiance contre moi, contre ma mère. Laurence soupira de nouveau, comme si c'était elle la victime de la situation. Antoine, je sais que tu es contrarié, je sais que c'est difficile, mais tu dois comprendre que j'ai fait ça pour le bien de tous. Hélène a besoin d'une aide spécialisée. La clinique où elle sera internée est l'une des meilleures de Paris. Traitement humanisé, médecins spécialisés, tout le confort possible. C'est temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Elle n'a pas besoin de se stabiliser parce qu'elle n'est pas malade, insista Antoine.
Mais il savait qu'il perdait cette bataille. Les agents avaient déjà vérifié les documents. L'ordonnance du juge était là, tamponnée et signée. Et Laurence avait la procuration. D'un point de vue légal, tout était correct. Mais d'un point de vue moral, humain, c'était monstrueux. « Monsieur Dubois, dit à nouveau l'agent, cette fois d'un ton plus ferme, nous devons exécuter l'ordonnance. Si vous tentez de nous en empêcher, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles pour votre mère qu'elles ne le sont déjà. » Antoine regarda Hélène et vit la peur dans ses yeux. Une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant, même lorsqu'ils avaient perdu le patriarche de la famille des années plus tôt. À cette époque, sa mère avait été forte, le roc sur lequel tout le monde s'était appuyé. Et maintenant, elle était là, vulnérable, dépendant de lui pour la protéger, et il était en train d'échouer. « Je vais avec elle, dit brusquement Antoine. Si vous l'emmenez, je viens avec. »« Ce ne sera pas possible aujourd'hui, monsieur, » répondit l'agent. « La clinique a des protocoles d'admission stricts. Vous pourrez lui rendre visite demain, après la période d'adaptation initiale. »« Adaptation initiale, » répéta amèrement Antoine. « Vous parlez de ma mère comme si c'était un animal qu'on dresse. »« Antoine, s'il te plaît !» Laurence tenta de toucher son bras, mais il s'écarta brusquement. « Ne rends pas ça plus traumatisant pour Hélène. Plus tu résisteras, pire ce sera pour elle. » Et ce fut le coup de grâce de Laurence. Elle savait qu'Antoine ferait n'importe quoi pour épargner à sa mère plus de souffrance. Elle utilisait son amour contre lui. « Mon fils !» appela de nouveau Hélène, sa voix se brisant. « Je vais bien aller. J'ai juste besoin que tu découvres pourquoi ils me font ça. Je te fais confiance. » Antoine serra sa mère dans ses bras, la sentant trembler. « Je vais arranger ça, maman, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Je te le promets. Je te ramènerai à la maison. » Quand les agents séparèrent doucement Hélène d'Antoine et la conduisirent vers l'une des voitures, il sentit quelque chose se briser en lui. Il assista, impuissant, à la scène où sa mère était placée sur la banquette arrière, son expression confuse et effrayée, visible à travers la vitre. Laurence resta là, observant tout avec ce masque de préoccupation soigneusement entretenu. « Je sais que c'est difficile, Antoine, mais tu verras que j'ai fait ce qu'il fallait. Hélène recevra le traitement dont elle a besoin et reviendra bientôt, stabilisée et en bonne santé. » Antoine se tourna lentement vers elle. Son expression devait communiquer quelque chose de terrible, car Laurence recula d'un petit pas. « Si tu as fait du mal à ma mère d'une quelconque manière, si c'est une sorte de complot, je le découvrirai, Laurence. Et quand je le découvrirai, rien ne te protégera des conséquences. »« Sont-ce des menaces, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix prenant une note plus froide. « Ce sont des promesses, répondit-il. » Les voitures de police partirent, emmenant Hélène loin de sa maison, de son jardin d'orchidées, de tout ce qu'elle connaissait et aimait. Antoine resta là, au milieu du jardin que sa mère entretenait avec tant de soin, sentant la fine pluie mouiller son visage, ou peut-être étince des larmes. Il ne savait plus. Laurence disparut à l'intérieur de la maison sans un mot de plus, et Antoine, seul sous le crachin parisien, se jura de ne pas se reposer avant d'avoir compris ce qui se passait et de ramener sa mère. Quelques heures plus tard, Antoine était assis dans le bureau de maître Patricia Leclerc, une avocate renommée spécialisée en droit de la famille qu'il connaissait par ses cercles d'affaires. Le cabinet se trouvait dans un immeuble moderne de l'avenue Montaigne, tout en verre et en acier, dégageant une impression de pouvoir et d'efficacité. Mais Antoine ne se sentait pas puissant. Il se sentait impuissant, frustré, désespéré. Patricia était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux bruns courts et des yeux perspicaces qui semblaient absorber chaque détail. Elle écouta toute l'histoire d'Antoine sans l'interrompre, prenant des notes occasionnelles sur une tablette. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment, analysant les documents qu'Antoine avait apportés, des copies de la procuration, des rapports médicaux que Laurence avait montrés, de l'ordonnance du juge. « C'est problématique, Antoine, » dit-elle finalement. Sa voix professionnelle mais non dénuée d'empathie. « La procuration que vous avez signée est en effet très large. Elle donne à votre belle-fille un pouvoir significatif sur les décisions médicales et patrimoniales en votre nom, et par extension au nom de votre mère, étant donné que vous êtes son principal responsable légal. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle utiliserait ça pour faire « interner ma mère contre sa volonté », protesta Antoine. « Ça doit être illégal.
Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Patricia hocha lentement la tête. Il y a des incohérences ici que nous pouvons exploiter. Premièrement, ces rapports médicaux. Je vais devoir vérifier leur authenticité. Confirmer si ces psychiatres ont réellement examiné votre mère et si les diagnostics ont été posés de manière éthique et professionnelle. Deuxièmement, nous allons contester la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte. Nous avons besoin d'une évaluation indépendante par des médecins qui n'ont aucun lien avec votre belle-fille ou avec la clinique où votre mère a été internée. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Demanda Antoine, son impatience transparaissant dans sa voix. Les hospitalisations sous contrainte sont des questions délicates dans le système juridique français. Il existe des garanties pour protéger les droits des patients, mais il est également reconnu que, dans certains cas, l'hospitalisation est nécessaire pour la sécurité de la personne. Nous devrons prouver que ce n'est pas un de ces cas. Cela pourrait prendre des jours, peut-être des semaines. « Des semaines !» cria presque Antoine en se levant brusquement. « Ma mère est sous médicaments, isolée, traitée, comme si elle était folle. Nous ne pouvons pas attendre des semaines. » Patricia se leva également, contournant son bureau pour se rapprocher de lui. « Je comprends votre angoisse, Antoine. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer le processus. Mais je dois être honnête avec vous. Votre belle-fille a très bien joué son coup. Elle a une documentation apparemment solide, la procuration légale et une ordonnance du juge. Défaire cela demande du temps et de la stratégie. Alors commencez maintenant, dit Antoine, sa voix chargée de détermination. Le coût m'est égal. Engagez autant d'experts que nécessaire. Enquêtez sur chaque détail de ces rapports. Trouvez quelque chose, n'importe quoi, qui prouve que c'est une imposture. Patricia acquiesça, son expression devenant plus déterminée. Je vais mettre mon équipe dessus immédiatement. Mais Antoine, j'ai besoin que vous me disiez. Y a-t-il une raison, un motif que votre belle-fille pourrait avoir pour faire cela? Un conflit familial, des questions patrimoniales, quoi que ce soit qui explique pourquoi elle prendrait des mesures aussi drastiques. Antoine resta silencieux un instant, son esprit travaillant rapidement. Laurence avait toujours été ambitieuse, ça, il le savait. Elle venait d'une famille de la haute bourgeoisie, avait étudié le droit, s'était construite une carrière honorable comme avocate d'affaires avant d'épouser Gabriel. Mais après le mariage, elle avait pratiquement abandonné sa profession, se consacrant à ce qu'elle appelait la gestion de la vie familiale. Antoine avait toujours trouvé cela étrange. Laurence ne semblait pas être le genre de femme à se contenter d'être simplement femme au foyer. « Ma mère contrôle une part significative du patrimoine familial, dit finalement Antoine. Quand mon père est décédé, il a structuré un système où ma mère a une voix active dans les décisions. Ce ne sont pas seulement des actions et des investissements. Ce sont des propriétés, des entreprises, des participations. Si ma mère était déclarée incapable, la procuration que Laurence détient lui permettrait de prendre des décisions au nom de votre mère, compléta Patricia, ses yeux brillants de compréhension. Et si votre mère est internée, injoignable, traitée comme mentalement instable, qui contesterait ses décisions? Exactement, dit Antoine, se sentant nauséeux en réalisant l'ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agit pas de santé mentale, il s'agit d'argent, il s'agit de pouvoir. Laurence veut contrôler le patrimoine de la famille. Patricia retourna à sa chaise et commença à taper rapidement sur son ordinateur. Cela change tout, dit-elle. Si nous pouvons prouver que sa motivation est patrimoniale et non médicale, nous avons un dossier beaucoup plus solide. Mais nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin de quelque chose de concret qui montre qu'elle agit de mauvaise foi. « Alors nous allons en trouver, » dit Antoine, sa voix prenant une note de détermination de fer. « Je vais enquêter sur chaque mouvement de Laurence. Je vais découvrir ce qu'elle manigance, et je vais prouver que tout cela est un mensonge. Soyez prudent, Antoine, l'avertit Patricia. Si Laurence se rend compte que vous enquêtez, elle pourrait prendre des mesures pour brouiller les pistes. Ou pire, elle pourrait utiliser la procuration pour prendre des décisions encore plus drastiques concernant votre mère. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'elle pourrait faire du mal à ma mère ? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Patricia. « Mais quand il y a autant d'argent en jeu, les gens sont capables de choses inimaginables. Nous devons agir vite, mais nous devons aussi agir intelligemment. » Quand Antoine quitta le bureau de Patricia, il était plus de minuit. Paris, qui ne dort jamais complètement,
pulsait encore de vie autour de lui. Les néons se reflétaient dans les flaques d'eau laissées par la pluie, les voitures passaient rapidement sur l'avenue, les gens rentraient des bars et des restaurants. Mais Antoine ne voyait rien de tout cela. Son esprit était fixé sur une seule image, le visage effrayé de sa mère pendant qu'on l'emmenait. Hélène, qui avait toujours été son roc, sa source de force et de sagesse. La femme qui l'avait élevé seule après le décès de son père, qui avait sacrifié ses propres rêves pour s'assurer que son fils ait toutes les opportunités, et maintenant il l'avait laissé tomber. Non, se corrigea mentalement Antoine en montant dans sa voiture. Il n'avait pas encore échoué. Ce n'était que le début. Laurence avait peut-être gagné la première bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Il mit le moteur en marche et commença à rouler dans les rues de Paris, sans destination précise, ayant juste besoin de bouger, de penser, de planifier. Gabriel. Son fils était la prochaine pièce de ce puzzle. Si Laurence était derrière tout ça, Gabriel le savait. Il devait le savoir. Ou, au minimum, il devait se douter de quelque chose. Antoine prit son téléphone et composa le numéro de son fils. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya 2 fois de plus. Même résultat. Gabriel évitait ses appels. Cela en disait long. Antoine décida alors qu'il rendrait visite à son fils le lendemain, en personne, face à face, où Gabriel ne pourrait pas fuir. Il devait comprendre le rôle de son fils dans toute cette situation. Gabriel était faible, Antoine le savait. Il l'avait toujours été. Influençable, peu sûr de lui, cherchant constamment l'approbation. Exactement le genre de personne que Laurence pouvait manipuler facilement. Mais Gabriel aimait aussi sa grand-mère. Depuis tout petit, il avait un lien spécial avec Hélène. Elle le consolait quand les autres garçons se moquèrent de lui à l'école, l'encourageait quand il abandonnait les choses trop rapidement, l'accueillait quand Antoine était absent, occupé à construire un empire commercial. Si Antoine parvenait à faire voir à Gabriel ce que Laurence faisait vraiment, il pourrait peut-être gagner un allié, ou, au minimum, retirer un obstacle de son chemin. Les heures suivantes furent un brouillard de pensées obsessionnelles et de planification stratégique. Antoine fit une liste mentale de tout ce qu'il devait faire. Rendre visite à Gabriel, enquêter sur la clinique où sa mère était internée, engager des détectives privés pour tout découvrir sur les récents mouvements de Laurence, vérifier les finances de la famille pour voir s'il y avait déjà des mouvements suspects. Quand il arriva enfin chez lui, la demeure était silencieuse et sombre. Exactement comme il l'avait laissée, mais maintenant elle semblait différente. Vide, comme si l'absence d'Hélène avait aspiré toute la vie du lieu. Antoine se dirigea vers la chambre de sa mère. La porte était entr'ouverte. Il la poussa lentement et alluma la lumière. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le lit impeccablement fait avec le couvre-lit à fleurs qu'elle adorait. Les livres soigneusement rangés sur l'étagère. Le doux parfum de jasmin flottant encore dans l'air. Les photographies sur la coiffeuse montrant des décennies d'une vie bien vécue. Antoine s'assit sur le lit, prenant l'une des photographies. C'était une vieille image, délavée, montrant une jeune Hélène, souriant radieusement aux côtés de son mari et avec Antoine enfant dans ses bras. Une époque plus simple, une époque plus heureuse. « Je te ramènerai, maman », murmura-t-il dans la chambre vide. « Peu importe ce que je devrais faire, peu importe le temps que ça prendra, je vais arranger ça. » Et tandis que l'aube approchait, Antoine Dubois, l'entrepreneur millionnaire qui avait bâti un empire à partir de rien, qui avait négocié avec des investisseurs internationaux et conquis des marchés, se retrouvait face au défi le plus important de sa vie. Sauver sa mère des griffes de quelqu'un qu'elle considérait comme sa famille. La guerre avait commencé. Le lendemain matin, arriva avec un soleil timide essayant de percer la couche de nuages gris au-dessus de Paris. Antoine n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit dans son bureau à domicile, analysant des documents financiers, passant des appels à des contacts qui pourraient l'aider, élaborant des stratégies. Ses mains tremblaient de fatigue et de caféine, mais sa détermination restait inébranlable. À 7 heures du matin, il était déjà dans sa voiture, en direction de l'appartement de Gabriel et Laurence, dans le 17e arrondissement. La circulation matinale de Paris était un chaos prévisible, mais Antoine le remarquait à peine. Son esprit était occupé à répéter ce qu'il dirait à son fils. Comment il aborderait le sujet sans que Gabriel ne se ferme complètement?
comment il réveillerait en lui qu'un sens de la loyauté familiale qui pouvait être endormi sous l'influence de Laurence. L'immeuble où vivait Gabriel était moderne, avec une façade en verre miroir et une sécurité rigoureuse. Antoine s'annonça à la conciergerie et, après quelques minutes d'attente qui parurent une éternité, reçut l'autorisation de monter. Tandis que l'ascenseur montait silencieusement jusqu'au 15e étage, il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler le mélange de colère, de frustration et de tristesse qui menaçait d'exploser. Gabriel ouvrit la porte avec une expression qu'Antoine connaissait bien. C'était le visage de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs, en train de faire n'importe quoi d'autre. Son fils avait 30 ans, mais paraissait plus jeune, avec des traits délicats hérités de la mère qu'Antoine avait perdus pendant l'enfance de Gabriel. Cheveux bruns en désordre, yeux cernés, vêtements froissés, comme s'il avait dormi avec. « Papa, dit-il simplement, sans enthousiasme, je ne t'attendais pas si tôt. »« Il faut que je te parle, dit Antoine, entrant sans attendre d'invitation, de ta grand-mère, de ce que ta femme a fait. » Gabriel ferma lentement la porte, évitant le regard de son père. « Laurence n'est pas là. Elle est sortie tôt pour régler quelques affaires. »« Tant mieux, » répondit Antoine, observant l'appartement. Il était élégant, décoré avec un goût cher et moderne. Mais il y avait quelque chose de stérile dans cet environnement, comme si personne ne vivait vraiment là. Aucune photo de famille sur les murs, aucune touche personnelle, juste des meubles de designer et de l'art contemporain. « Gabriel, tu sais ce qui se passe. Ta grand-mère a été internée de force hier, harassée de chez elle comme une criminelle. »« Papa, s'il te plaît, » dit Gabriel d'une voix fatiguée se jetant sur le canapé en cuir beige. « Ne commence pas. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter, mais mamie n'allait vraiment pas bien. Laurence a fait ce qu'il fallait faire. » Antoine sentit la colère monter comme de la bile dans sa gorge. « Fais ce qu'il fallait faire ?» répéta-t-il, sa voix dangereusement basse. « Gabriel, tu crois vraiment à ça? Tu as passé les 30 dernières années aux côtés de cette femme. Elle t'a élevé autant que moi. Tu penses vraiment qu'elle a des crises de folie ?» Gabriel détourna le regard, ses doigts nerveux jouant avec le tissu du canapé. « Je ne sais pas, papa, je ne suis pas médecin. Les rapports disent que oui. Laurence m'a tout montré. 3 psychiatres différents sont arrivés à la même conclusion. Et tu n'as pas trouvé étrange que ta femme soit allée voir 3 psychiatres différents sans te consulter ni moi d'abord ?» insista Antoine, s'asseyant dans le fauteuil en face de son fils. « Tu n'as pas trouvé suspect que tout cela se soit produit pendant les 2 semaines où j'étais à l'étranger ?» Gabriel regarda enfin son père, et Antoine vit quelque chose dans ses yeux. La peur. Son fils avait peur. « Mamie avait des épisodes, papa. Des petites choses au début. Elle oubliait où elle mettait ses affaires, était confuse sur le jour qu'il était, parlait toute seule dans le jardin. Laurence s'est inquiétée et a pensé qu'il valait mieux consulter des spécialistes. Ta mère n'a jamais présenté aucun de ces symptômes quand j'étais là, contre-argumenta Antoine. Et je lui ai parlé il y a 3 jours en visioconférence. Elle était parfaitement lucide, Gabriel. Nous avons parlé de tout, du livre qu'elle lit, des orchidées, de toi. » Gabriel se raidit légèrement. « De moi ? Elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit que tu semblais distant, triste. Elle a demandé si tout allait bien dans ton mariage. » Un lourd silence s'installa entre eux. Gabriel se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, les épaules tendues. « Tout va bien dans mon mariage, » dit-il, mais la phrase sonna creux. « Gabriel. » Antoine se leva aussi, s'approchant de son fils avec précaution, comme s'il avait affaire à un animal effrayé. « Si Laurence te met la pression, si elle te fait faire des choses que tu ne veux pas, tu peux me le dire. Je peux t'aider. »« Personne ne me fait rien. » Faire, répondit rapidement Gabriel sur la défensive. « Laurence est ma femme, elle m'aime. Elle veut le meilleur pour la famille. »« Elle veut le meilleur pour le patrimoine de la famille, tu veux dire ?» ne put s'empêcher de dire Antoine. « Gabriel, ta grand-mère contrôle une part significative de nos biens. Si elle est déclarée incapable, si elle reste internée, ta femme, qui a une procuration générale que j'ai stupidement signée, aura le contrôle sur tout ça. Tu ne vois pas ce qui se passe ici ?» Gabriel se retourna brusquement et Antoine vit des larmes dans les yeux de son fils. « Tu as toujours été comme ça, papa. Toujours à croire que tu sais tout, que tu es au-dessus de tout le monde. Laurence est ma femme. Ce n'est pas un monstre calculateur.
Elle essaie d'aider. Aider qui, Gabriel? Ta grand-mère est dans une clinique psychiatrique maintenant, sous médicaments, isolée, traitée comme si elle était folle. Tu penses que c'est ça, aider? Gabriel se passa les mains sur le visage, un geste de frustration et d'épuisement. Je ne sais plus quoi penser, papa, tout est confus. Laurence me montre les rapports, m'explique les choses, et tout semble avoir du sens. Mais ensuite, je me souviens de mamie, de comment elle a toujours été forte, lucide, présente, et je n'arrive pas à concilier les deux images. Antoine fit un pas en avant, posant la main sur l'épaule de son fils. Alors fais confiance à ta mémoire, Gabriel. Fais confiance à ce que tu sais de ta grand-mère, pas aux rapports qui sont apparus commodément quand j'étais absent, pas aux paroles de Laurence, à ce que tu sais être vrai. Gabriel sembla sur le point de répondre quand la porte de l'appartement s'ouvrit. Laurence entra, élégante, comme toujours dans un tailleur gris foncé qui criait le pouvoir et le contrôle. Elle s'arrêta en voyant Antoine, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus calculé en quelques secondes. « Antoine, dit-elle d'une voix neutre, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je parlais avec mon fils, répondit froidement Antoine, de sa grand-mère, de toute cette situation. Laurence posa son sac sur une petite table près de la porte, ses mouvements délibérément calmes. Je m'en doute, et j'imagine aussi que tu essaies de semer le doute dans l'esprit de Gabriel. Je n'ai pas besoin de semer le doute est déjà là. N'importe qui avec un minimum de bon sens verrait qu'il y a quelque chose de très louche dans toute cette histoire. Laurence soupira, comme si elle avait affaire à un enfant têtu. Antoine, je sais que tu souffres. Je sais qu'il est difficile d'accepter qu'Hélène ait besoin d'une aide spécialisée. Mais m'attaquer ne changera pas les faits. Les rapports médicaux sont réels. L'ordonnance du juge est valide. Et j'ai fait ce que toute personne responsable ferait dans les mêmes circonstances. Tu as utilisé une procuration que j'ai signée en te faisant confiance pour faire interner ma mère contre sa volonté, dit Antoine, chaque mot lourd d'accusation. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est de la trahison. Les yeux de Laurence brillèrent de quelque chose qui pouvait être de la colère ou de la satisfaction. Antoine n'en était pas sûr. La trahison serait de laisser Hélène dans un état mental détérioré sans chercher d'aide médicale. La trahison serait d'ignorer les symptômes par orgueil ou par déni. J'ai agi en pensant à son bien-être. « Je pense que tu ferais mieux de partir, papa », intervint doucement Gabriel. Et Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « J'ai besoin de me reposer. Et toi aussi. Nous en avons tous besoin. » Antoine regarda son fils, voyant la défaite dans ses yeux. Gabriel avait choisi son camp. Ou, plus précisément, il avait été manipulé pour choisir. Mais il n'était pas trop tard. Antoine avait encore le temps de montrer la vérité à son fils. « Je m'en vais, dit-il finalement. Mais ce n'est pas fini, Laurence. Loin de là. »« Bien sûr que non, répondit-elle avec un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis sûr que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour contester les décisions médicales et légales. C'est ton droit. Mais à la fin, les faits parleront d'eux-mêmes. » Antoine quitta l'appartement avec le goût amer de la défaite temporaire dans la bouche. Mais tandis qu'il attendait l'ascenseur, son téléphone sonna. C'était Patricia, l'avocate. « Antoine, il faut que vous veniez à mon bureau immédiatement, » dit-elle, sa voix tendue. « J'ai découvert quelque chose sur les rapports médicaux, et ce n'est pas bon du tout. » 1 heure plus tard, Antoine était de nouveau assis dans l'élégant bureau de Patricia, l'observant tandis qu'elle organisait une pile de documents sur la table en verre entre eux. « J'ai réussi à contacter 2 des 3 psychiatres qui ont signé les rapports de votre mère, » commença Patricia sans détour. L'un d'eux, le docteur Auguste Fournier, est connu pour être, disons, flexible avec ses évaluations. Il a déjà été averti par l'ordre des médecins pour des irrégularités éthiques. L'autre, le docteur Marc Pinet, a des liens financiers avec la clinique où votre mère a été internée. Il en est actionnaire minoritaire. Antoine sentit une étincelle d'espoir. C'est un conflit d'intérêts. Ça invalide les rapports. Pas nécessairement, dit prudemment Patricia. Mais cela soulève certainement des questions sur l'impartialité des évaluations. Le problème, c'est que la 3e psychiatre, le docteur Béatrice Santori, a une réputation impeccable. Elle est respectée, éthique, sans aucune tâche dans son dossier. Si elle a réellement évalué votre mère et conclu qu'il y avait nécessité d'hospitalisation, ce sera beaucoup plus difficile à contester.
Antoine fronça les sourcils. Alors nous devons lui parler, découvrir exactement comment s'est déroulée cette évaluation. J'ai essayé. Elle a refusé de me parler sans une ordonnance du juge. Elle a invoqué le secret médical, dit Patricia, mais il y avait quelque chose dans sa voix qu'Antoine ne parvenait pas à identifier. Mais Antoine, il y a autre chose, quelque chose que je dois vous dire et qui pourrait compliquer notre situation. Qu'est-ce que c'est? Patricia prit une profonde inspiration, clairement mal à l'aise. Laurence et moi, nous nous connaissons. Pas seulement superficiellement, nous étions camarades à la faculté de droit. Antoine sentit son estomac se nouer. Comment ça, camarades? Nous avons étudié ensemble pendant 4 ans à la Sorbonne. Nous étions proches au début, mais cela a changé au fil du temps. Il y a eu de la rivalité, une compétition acharnée pour les notes, les stages, la reconnaissance des professeurs. En dernière année, nous avons eu un sérieux différend qui a abouti à des dénonciations éthiques de part et d'autre. Rien n'a été prouvé, mais cela a laissé des traces. Antoine se leva brusquement, sentant comme si le sol s'effondrait à nouveau sous ses pieds. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit hier ?»« Parce que je ne pensais pas que c'était pertinent au début, » répondit Patricia se levant également. « C'était il y a plus de 25 ans, Antoine. Nos vies ont pris des chemins complètement différents après la remise des diplômes. Je ne savais même pas qu'elle avait épousé votre fils jusqu'à ce que vous mentionniez son nom hier. Ce n'est qu'en rentrant chez moi et en vérifiant de vieux documents que j'ai compris. Mais maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire ?» exigea Antoine. « Pouvez-vous continuer à me représenter? N'y a-t-il pas une sorte de conflit d'intérêts ici aussi ?» Techniquement, non. Le conflit que nous avons eu remonte à des décennies et n'a aucun rapport avec cette affaire. Mais je comprendrai. Si vous préférez chercher un autre avocat, je ne serai pas offensé. Antoine resta silencieux un long moment, traitant cette nouvelle information. « Non, dit-il finalement. Vous êtes déjà familière avec l'affaire. Vous avez déjà commencé les enquêtes. Changer d'avocat maintenant ne ferait que tout retarder. Mais j'ai besoin de savoir. Votre motivation pour m'aider est-elle purement professionnelle ou y a-t-il quelque chose de personnel là-dedans ?» Patricia le regarda droit dans les yeux. « Je vais être honnête avec vous, Antoine. Quand j'ai réalisé qui était votre belle-fille, j'ai ressenti une satisfaction initiale. Laurence a toujours été ambitieuse, calculatrice, prête à faire tout ce qui était nécessaire pour obtenir ce qu'elle voulait. Savoir qu'elle pourrait enfin faire face aux conséquences de ses actes était gratifiant. Mais cela ne change rien au fait que votre mère est une victime innocente dans cette situation. Même si Laurence n'était pas impliquée, je me battrai quand même pour le cas de Madame Hélène, parce que c'est la chose juste à faire. » Antoine étudia l'expression de Patricia, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Mais tout ce qu'il vit fut de la sincérité. Soit elle était une actrice extraordinaire, soit elle disait la vérité. « D'accord, dit-il finalement, continuez avec l'affaire. Mais tenez-moi informé de tout, sans secret. »« Sans secret, » acquiesça Patricia. Cet après-midi-là, Antoine reçut un appel d'un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre, mais quelque chose le poussa à accepter l'appel. « Monsieur Dubois ?» dit une voix masculine de l'autre côté. « Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous parler. C'est à propos de votre mère. »« Qui êtes-vous » demanda immédiatement Antoine, mettant l'appel sur haut-parleur tout en attrapant un stylo pour prendre des notes. « Je m'appelle Fernand Renaud. Je suis médecin psychiatre à la clinique de l'Aube Nouvelle où votre mère est internée. Ou plutôt j'étais. J'ai été suspendu de mes fonctions ce matin. »« Suspendu ?» répéta Antoine, son attention maintenant entièrement concentrée. « Pourquoi ?» Il y eut un long soupir de l'autre côté. « Parce que j'ai posé trop de questions. J'ai remis en question les protocoles. J'ai exprimé mon désaccord avec le traitement appliqué à votre mère. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Et qu'est-ce qui ne va pas avec le traitement ?»« Tout, » dit le docteur Renaud d'une voix fatiguée. « Monsieur Dubois, j'ai travaillé dans cette clinique pendant 7 ans. J'ai vu de nombreux cas d'hospitalisation légitime, de patients qui avaient vraiment besoin d'une aide spécialisée. Votre mère n'est pas l'un de ces cas. Elle a été amenée hier soir, complètement lucide, orientée, ne présentant aucun symptôme de trouble mental aigu. Et pourtant, on a ordonné qu'elle soit immédiatement sédatée, isolée de tout contact extérieur et soumise à un protocole de médication agressif. » Antoine se sentit nauséeux. « Vous êtes en train de dire qu'il drogue ma mère sans nécessité ?
Je dis qu'il drogue votre mère de manière à créer des symptômes qui justifient l'hospitalisation. C'est un schéma que j'ai observé dans certains cas spécifiques à la clinique. Des patients qui arrivent en parfaite santé et qui, après des jours de médication forcée, commencent à présenter une confusion mentale, une désorientation, des comportements erratiques. Alors, les médecins pointent ces symptômes et disent « Vous voyez, nous avions raison, le patient avait vraiment besoin de traitement. » C'est criminel, dit Antoine, sa voix tremblant de colère. « Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé cela avant ? J'ai essayé, je suis allé voir la direction de la clinique, j'ai fait part de mes préoccupations, j'ai présenté des documents. On m'a ignoré, menacé, de licenciement et puis, quand j'ai insisté, on m'a accusé de conduite inappropriée et on m'a suspendu. J'ai des clauses de confidentialité dans mon contrat qui m'empêchent de parler publiquement de ce qui se passe là-bas. Mais je ne peux pas rester silencieux quand je vois une injustice aussi flagrante. « Docteur Renaud, » dit Antoine, choisissant ses mots avec soin, « seriez-vous prêt à témoigner à ce sujet, à fournir des documents, des dossiers médicaux, tout ce qui pourrait prouver ce que vous dites ?» Il y eut une longue pause, puis « Je le serai, mais j'ai besoin de protection. Les personnes derrière cette clinique ne sont pas seulement des médecins sans éthique. Il y a des liens avec des personnalités puissantes, des autorités qui facilitent ce genre de système. Si je témoigne, je deviendrai une cible. » « Je garantirai votre protection, » promit Antoine. « J'ai des ressources, j'ai des contacts. J'ai juste besoin que vous me donniez des preuves concrètes de ce qui se passe là-bas. J'ai des copies de certains dossiers. Rien d'officiel, vous comprenez, mais des photographies, des notes personnelles sur les divergences que j'ai observées. Je peux vous les envoyer. Faites-le. Et docteur, Renaud, merci d'avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour votre mère, répondit le médecin avant de raccrocher. Antoine appela immédiatement Patricia et lui rapporta la conversation. Elle écouta en silence puis dit « C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin. Mais il a raison sur les risques. S'il y a vraiment un système organisé derrière cette clinique, les personnes impliquées réagiront quand elles se rendront compte qu'elles sont sur le point d'être exposées. Alors nous devons agir vite, dit Antoine, avant qu'il ne réalise ce que nous savons. Mais tandis qu'Antoine et Patricia planifiaient leur prochain mouvement, une autre pièce se déplaçait sur l'échiquier. Marine Bertrand, une journaliste d'investigation connue pour exposer les scandales d'entreprise et la corruption, avait reçu une dénonciation anonyme sur des irrégularités à la clinique de l'Aube Nouvelle. La dénonciation ne mentionnait pas de nom spécifique, mais incluait suffisamment de détails pour piquer son intérêt professionnel. Marine avait 38 ans, était diplômée d'une grande école de journalisme et avait travaillé pour les principaux médias parisiens avant de devenir indépendante. Elle s'était spécialisée dans les enquêtes longues et approfondies, le genre de travail que d'autres journalistes trouvaient fastidieux, mais qu'elle considérait comme essentiel. Ces articles avaient déjà fait tomber des politiciens corrompus, exposé des fraudes d'entreprise et donné une voix à d'innombrables victimes d'injustice. Et maintenant, en lisant la dénonciation anonyme pour la 3e fois dans son petit mais confortable appartement du quartier du Marais, elle ressentit cette sensation familière d'être sur le point de découvrir quelque chose de grand. La dénonciation était vague en détail, mais suffisamment spécifique pour être crédible. Elle parlait d'hospitalisation forcée, de manipulation de diagnostic, de médecins sans éthique, et d'un réseau de corruption qui impliquait non seulement la clinique, mais aussi des personnalités publiques qui facilitaient le système. Il y avait des mentions de détournement de patrimoine, d'exploitation de personnes âgées, vulnérables, et de mise au silence systématique de ceux qui tentaient de dénoncer. Marine commença son enquête comme elle le faisait toujours, discrètement. Elle fit des recherches sur la clinique de l'Aube Nouvelle, découvrant qu'il s'agissait d'une institution privée de haut standing, spécialisée dans les traitements psychiatriques pour les patients de la haute société. La clinique avait une façade impeccable. Médecins renommés, installations de premier ordre, témoignages positifs de familles de patients guéris. Mais en approfondissant, elle commença à trouver de petites fissures dans cette façade parfaite. Des plaintes isolées sur des forums en ligne, rapidement supprimées mais encore visibles dans les caches des navigateurs. Des mentions vagues dans des groupes de soutien pour les familles de personnes atteintes de troubles mentaux sur des cas étranges impliquant cette clinique spécifique. Rien de concret, mais assez pour confirmer que cela valait la peine d'enquêter davantage.
Marine décida qu'elle devait parler à quelqu'un directement impliqué, et c'est ainsi que, grâce à un réseau de contacts qu'elle avait cultivé au fil des ans, elle finit par découvrir l'existence du docteur Fernand Renaud, le médecin récemment suspendu de la clinique. 2 jours après l'appel entre Antoine et le docteur Renaud, Marine était assise dans un café discret du centre de Paris, enregistreur éteint mais carnet de notes ouvert, écoutant le médecin raconter tout ce dont il avait été témoin. « Il ne s'agit pas seulement de l'hospitalisation de Madame Hélène Dubois, dit-il, sa voix basse mais urgente. Il y a un schéma, des patients âgés de familles riches, internés sous des justifications médicales douteuses, maintenus isolés et sous médicaments, jusqu'à ce qu'ils tombent réellement malades. Pendant ce temps, les membres de la famille qui ont demandé l'hospitalisation obtiennent l'accès aux ressources patrimoniales, prennent des décisions financières au nom des internés, et quand les patients reçoivent enfin leur congé, s'ils le reçoivent, ils sont déjà réellement affaiblis mentalement par tout le traitement inapproprié qu'ils ont reçu. Marine prenait des notes rapides. « Vous avez des preuves de cela ? J'ai des documents sur 5 cas au cours des 2 dernières années qui présentent le même schéma. Ce n'est pas beaucoup et ce n'est pas officiel, mais c'est suffisant pour soulever de sérieuses questions sur les pratiques de la clinique. Et la direction est au courant ?» Le docteur Renaud hocha gravement la tête. La direction non seulement le sait, mais elle le facilite. Il y a des incitations financières en jeu. La clinique reçoit des paiements substantiels pour ses hospitalisations de longue durée. Et il y a des indications qu'une partie de cet argent va à des personnalités extérieures qui aident à légitimer le processus. Des avocats qui préparent les procurations, des juges qui délivrent les ordonnances d'hospitalisation sans poser de questions, même certains magistrats qui reçoivent des faveurs ou des avantages en échange de leur aide. Marine sentit l'adrénaline familière d'une grande histoire qui commençait à se dévoiler. Mais elle sentit aussi la lourde responsabilité de ce type d'enquête. Vous comprenez qu'en me racontant cela, vous mettez votre carrière et peut-être votre sécurité en danger. Je comprends, répondit-il calmement, mais je ne peux plus rester silencieux. J'ai vu Madame Dubois quand elle est arrivée. J'ai vu la peur dans ses yeux, la confusion sur la raison de sa présence, et j'ai vu comment ils l'ont immédiatement droguée, comment ils l'ont isolée, comment ils ont commencé à créer un dossier médical qui justifiait sa présence là-bas. Je ne peux pas être complice de cela. Marine tendit la main sur la table, touchant légèrement le bras du médecin dans un geste de solidarité. Je protégerai votre identité aussi longtemps que possible, et j'enquêterai sur cette affaire jusqu'au bout. Ces gens ne continueront pas à faire cela en toute impunité. Quand Marine quitta le café, son esprit travaillait déjà sur les prochaines étapes. Elle avait besoin de plus de sources, de plus de preuves, de plus de liens entre les pièces de ce puzzle. Et elle devait parler à Antoine Dubois, le fils d'Hélène. Si quelqu'un avait une motivation pour exposer cette situation, c'était bien lui. Pendant ce temps, à la clinique de l'Aube Nouvelle, Hélène était assise dans une chambre petite mais confortable, regardant par la fenêtre à barreaux le jardin bien entretenu à l'extérieur. Elle était confuse, effrayée, mais encore assez lucide pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Les infirmières étaient gentilles, mais distantes. Les médecins venaient régulièrement, posaient des questions étranges, notèrent des choses sur des porte-blocs sans vraiment écouter ses réponses. Et les médicaments. Tant de médicaments. Des pilules colorées qui la rendaient somnolente, désorientée, incapable de penser clairement. Elle avait essayé de refuser, mais on lui avait dit que c'était nécessaire, que c'était pour son propre bien, qu'elle se sentirait bientôt mieux. Mais Hélène ne se sentait pas mieux. Elle se sentait plus mal chaque jour. Et au fond de son esprit, pas encore complètement obscurcie par la médication, elle gardait une certitude inébranlable. Antoine viendrait. Son fils la trouverait, et il la ramènerait à la maison. 1 semaine s'était écoulée depuis qu'Hélène avait été emmenée. 1 semaine qui avait semblé une éternité pour Antoine. 7 jours d'enquête frénétique, de réunions avec des avocats, de conversations tendues, avec des contacts influents et de nuits blanches. Chaque jour qui passait, sa détermination grandissait, alimentée par un mélange de colère, de culpabilité et d'amour inconditionnel pour sa mère. Marine Bertrand était devenue une alliée inattendue mais essentielle. Après qu'Antoine et elle se soient rencontrés, partageant informations et découvertes,
Il était devenu clair qu'il luttait contre quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait au départ. Il ne s'agissait pas seulement de Laurence essayant de contrôler le patrimoine familial, il s'agissait d'un système entier, une machine bien huilée d'exploitation et de corruption. Ils étaient de nouveau réunis dans le bureau de Patricia. Antoine, Patricia, Marine et le docteur Renaud. 4 personnes unies par un objectif commun: exposer la vérité et sauver Hélène. Marine ouvrit son ordinateur portable, tournant l'écran pour que tout le monde puisse voir. « J'ai réussi à accéder à certains registres internes de la clinique de l'Aube Nouvelle, » dit-elle, sa voix contenant à la fois de l'excitation et de l'inquiétude. Ce n'a pas été facile, et techniquement cela pourrait être considéré comme une violation de la vie privée, mais ce que j'ai trouvé est choquant. Sur l'écran apparaissaient des listes de noms, de dates, de montants financiers. Antoine se pencha en avant, essayant de déchiffrer l'information. « Ce sont des registres d'hospitalisation des 3 dernières années, » expliqua Marine, pointant différentes parties de l'écran. Chaque ligne représente un patient. Regardez ici, nom du patient, date d'admission, diagnostic initial, médecin responsable, et cette dernière colonne ici, que j'ai trouvée la plus intéressante, source de paiement et montants totaux. Patricia ajusta ses lunettes, étudiant les chiffres. Certains de ces montants sont absurdes. Nous parlons de centaines de milliers d'euros pour des hospitalisations qui ont duré des mois. Exactement, acquiesça Marine. Et quand j'ai commencé à enquêter sur les patients individuellement, j'ai découvert un schéma troublant. La plupart sont des personnes âgées. Beaucoup n'ont pas de famille proche ou sont juridiquement incapables de contester les hospitalisations. Et dans plusieurs cas, les personnes qui ont demandé les hospitalisations ont fini par avoir accès aux ressources patrimoniales des patients. Le docteur Renaud pointa plusieurs noms sur la liste. Je reconnais certains de ces cas. Quand je travaillais encore là-bas, j'ai remis en question certains de ces diagnostics. Des patients qui semblaient parfaitement lucides étaient traités comme s'ils avaient des troubles graves. Je recevais toujours la même réponse. Faire confiance au rapport des médecins seniors, que j'étais trop jeune pour comprendre les complexités de certaines conditions. Antoine sentit la nausée monter. De combien de cas parlons-nous ici? Marine fit défiler l'écran, montrant de plus en plus de lignes de données. Dans cette clinique spécifiquement, j'ai identifié au moins 23 cas suspects au cours des 3 dernières années, et ce n'est que ce à quoi j'ai pu accéder. Il pourrait y en avoir plus. 23 familles détruites, murmura Patricia. 23 vies ruinées par la cupidité. Et ce n'est pas seulement la clinique, continua Marine, ouvrant un autre fichier. J'ai réussi à tracer des liens financiers. Regardez ça, des virements réguliers du compte de la clinique vers plusieurs sociétés écrans. Quand j'ai enquêté sur ces sociétés, j'ai découvert qu'elles ont des liens avec des cabinets d'avocats, des sociétés de conseil, et même certaines personnalités politiques. Antoine sentit son sang bouillir. Ils ont construit un système entier, un système où tout le monde profite, sauf les victimes. Il y a plus, dit Marine, hésitante. J'ai trouvé des informations sur certains juges qui ont émis des ordonnances d'hospitalisation sous contrainte, avec une fréquence suspecte. Toujours les mêmes cliniques, toujours basées sur les rapports des mêmes médecins. L'un d'eux, le juge Antoine Cartier, a approuvé 18 des 23 hospitalisations que j'ai identifiées. C'est de la corruption systémique, dit Patricia, sa voix tendue. Nous ne parlons pas de quelques professionnels sans éthique. Nous parlons d'un réseau organisé qui s'étend sur plusieurs couches du système. La question est, dit Antoine, les regardant tour à tour, comment utilisons-nous cela pour sortir ma mère de là et démanteler tout ce système? Nous avons besoin de plus de preuves, répondit Patricia. Ce que nous avons maintenant est substantiel, mais il faut que ce soit irréfutable. Nous avons besoin de documents officiels, de témoignages vérifiables, de preuves qui ne peuvent être contestées. Et nous avons besoin de protection, ajouta le docteur Renaud. Si ces gens se rendent compte que nous sommes sur le point de les exposer, ils réagiront, et ce ne sera pas de manière amicale. Je travaille sur un article, dit Marine, quelque chose de grand, d'investigation, qui sera impossible à ignorer. Mais j'ai besoin de temps pour m'assurer que chaque fait est vérifié, chaque source protégée. Une erreur, et ils nous poursuivront pour diffamation et enterreront tout. Combien de temps? Demanda Antoine, impatient. 2 semaines, peut-être 3. 2 semaines. Antoine se leva brusquement,
commençant à faire les 100 pas. « Ma mère est là-dedans depuis une semaine. Dieu sait ce qu'ils lui font. Chaque jour qui passe, elle devient plus vulnérable, plus confuse. Je ne peux pas attendre 2 semaines. » « Antoine, » dit doucement Patricia, « je comprends votre angoisse. Mais si nous agissons précipitamment, nous pourrions aggraver les choses. Ces gens ont des ressources, des relations, du pouvoir. Nous devons être stratégiques. Alors, soyons stratégiques plus rapidement, » répondit Antoine, se tournant pour leur faire face. « Marine, publiez ce que vous avez déjà, même si c'est une version préliminaire. Mettez-leur la pression publique. Si je fais ça sans preuve suffisamment solide, ils vont me détruire, contre-argumenta Marine. Ma crédibilité professionnelle sera ruinée et l'histoire mourra là. Mais ma mère pourrait aussi mourir là-dedans, explosa Antoine, et le silence qui suivit fut lourd et douloureux. Le docteur Renaud fut le premier à rompre le silence. Il y a une autre option. Je peux essayer de contacter d'autres médecins qui ont travaillé ou travaillent encore à la clinique. Des gens qui, comme moi, ont vu des choses suspectes, mais ont eu peur de parler. Si nous parvenons à former un groupe de lanceurs d'alerte, nous aurons plus de crédibilité et de protection. Et je peux accélérer les procédures judiciaires, ajouta Patricia. Demander une évaluation médicale indépendante d'Hélène, contester la validité des rapports originaux, contester la procuration. Ça fera du bruit dans le système, et ce sera peut-être suffisant pour les forcer à libérer votre mère. Faites-le, dit Antoine, sa détermination renouvelée. Faites tout ça, et je ferai ma part aussi. Quelle part ? Demanda prudemment Patricia. Je vais affronter Laurence. Je vais lui mettre la pression jusqu'à ce qu'elle commette une erreur. Les gens arrogants commettent toujours des erreurs quand ils se sentent menacés. Antoine, ça peut être dangereux, l'avertit Marine. Si elle se rend compte que vous enquêtez, elle pourrait prendre des mesures drastiques. Elle a déjà pris la mesure la plus drastique possible en faisant interner ma mère, répondit Antoine. Je n'ai plus rien à perdre. Dans les jours qui suivirent, chacun suivit son plan. Marine plongea encore plus profondément dans son enquête, se connectant avec des sources anonymes, vérifiant des documents, construisant un dossier solide. Le docteur Renaud commença à contacter discrètement d'anciens collègues, semant des graines de rébellion contre le système corrompu qu'il servait. Patricia travailla sans relâche sur les procédures légales, trouvant des failles, construisant des arguments, préparant des requêtes. Et Antoine se concentra sur Laurence. Il commença subtilement. Des appels à des heures stratégiques, des messages apparemment innocents demandant des nouvelles de l'état de santé de sa mère, des visites impromptues à l'appartement de Gabrielle. Chaque interaction était calculée pour créer une pression, pour faire sentir à Laurence qu'elle était surveillée, questionnée, enquêtée. Gabrielle était visiblement affectée par la situation. Quand Antoine le rencontrait, il percevait le conflit interne qui déchirait son fils. Des cernes profonds, des mains tremblantes, une voix hésitante. Gabrielle aimait sa grand-mère, Antoine le savait. Mais Laurence avait une sorte de contrôle sur lui, quelque chose qui le maintenait dans le rang même, quand son cœur criait que c'était mal. « Papa, s'il te plaît, » implora Gabrielle lors d'une de ses visites, « arrête ça. » Laurence devient stressée, elle dit que tu harcèles la famille. « Harceler ?» répéta Antoine incrédule. « Gabrielle, ta grand-mère est enfermée dans une clinique psychiatrique. Elle est droguée sans nécessité. Elle souffre. Et tout ce qui t'inquiète, c'est le stress de ta femme. » Gabrielle détourna le regard, incapable de maintenir le contact visuel. « Ce n'est pas comme ça, papa. C'est juste que tout est très confus. Laurence me montre les rapports médicaux, m'explique que c'est nécessaire et je veux croire qu'elle fait ce qu'il faut. Mais ensuite, je pense à mamie et... » Sa voix se brisa. « Et quoi, Gabrielle ?» insista doucement Antoine, s'asseyant à côté de son fils. « Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ta grand-mère ?»« Je sens que nous la trahissons, » admit finalement Gabrielle, des larmes commençant à couler sur son visage. « Je sens que j'ai permis que quelque chose d'horrible se produise et que je n'ai rien fait pour l'empêcher. » Antoine posa la main sur l'épaule de son fils. « Alors aide-moi à arranger ça maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Gabrielle sembla sur le point de répondre quand Laurence entra dans la pièce, son expression se durcissant en voyant père et fils ensemble. « Gabrielle, » dit-elle d'une voix froide, « peux-tu nous laisser, s'il te plaît? Je dois parler à ton père. » Gabrielle hésita, regardant entre sa femme et son père. Puis, les épaules affaissées par la défaite,
Il se leva et quitta la pièce. Quand ils furent seuls, Laurence croisa les bras, sa posture défensive mais confiante. « Vous allez arrêter ce comportement, Antoine, ou je devrais prendre des mesures légales contre vous. Harcèlement, persécution, tentative de manipuler Gabriel contre moi. » « Manipuler ?» Antoine rit sans humour. « Vous m'accusez de manipulation ? Quelle ironie !» Les yeux de Laurence brillèrent dangereusement. « Je sais ce que vous faites. Je sais que vous avez engagé des enquêteurs, que vous essayez de discréditer les rapports médicaux, que vous conspirez pour sortir Hélène de la clinique avant qu'elle ne reçoive le traitement approprié. Mais vous n'y arriverez pas, Antoine. La loi est de mon côté. La médecine est de mon côté. Vous n'avez rien. »« Pas encore, » répondit calmement Antoine. « Je n'ai encore rien. Mais j'aurai. Et quand j'aurai, Laurence, vous paierez pour chaque jour de souffrance que vous avez causé à ma mère. » Laurence fit 2 pas en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Antoine. Les personnes impliquées là-dedans sont puissantes, plus puissantes que vous ne l'imaginez. Elles peuvent détruire votre réputation, votre entreprise, votre vie entière d'un simple coup de fil. Arrêtez tant que vous le pouvez encore. » Antoine se leva, se retrouvant face à sa belle-fille. « C'était une menace ? » ?»« C'était un avertissement, répondit-elle, sans reculer. Pour le bien de tous, principalement de Gabriel, arrêtez cette croisade. Acceptez qu'Hélène a besoin du traitement. Laissez les professionnels faire leur travail. Et dans quelques mois, quand elle sera stabilisée, elle pourra rentrer à la maison. Et vous aurez le contrôle total du patrimoine familial pendant ce temps, compléta Antoine. Comme c'est pratique. Les lèvres de Laurence se courbèrent en un sourire froid. Je vois que vous avez enfin compris la situation. Oui, Antoine. J'ai le contrôle, j'ai le pouvoir, j'ai les bonnes relations. Et vous, aussi riche et influent que vous soyez dans vos cercles d'affaires, n'avez rien qui puisse m'arrêter. Antoine grava chaque mot dans sa mémoire. Et puis, dans une décision impulsive qu'il reconnaîtrait plus tard comme géniale, il activa discrètement l'enregistreur de son téléphone dans sa poche. « Racontez-moi plus, dit-il, sa voix prenant un ton faussement conciliant. Comment fonctionne exactement ce système ? Ça a dû être difficile de construire quelque chose d'aussi élaboré. » Laurence, clairement satisfaite de ce qu'elle interprétait comme la résignation d'Antoine, se détendit légèrement. Ce n'était pas si difficile. Vous seriez surpris du nombre de personnes prêtes à coopérer quand il y a de l'argent en jeu. Des médecins qui signent des rapports sans poser de questions. Des juges qui approuvent des ordonnances sans enquêter. Des administrateurs de cliniques qui facilitent les hospitalisations et maintiennent les patients isolés. Chacun reçoit sa part et tout le monde est content. Sauf les patients, souligna Antoine. Les patients sont un sacrifice nécessaire, répondit Laurence avec une froideur effrayante. La plupart sont des personnes âgées, fatiguées, qui ont déjà vécu leur vie. Pourquoi ne pas permettre que leur fortune soit utilisée par ceux qui ont l'énergie et la vision pour en faire quelque chose de productif ? Et ma mère entre dans cette catégorie pour vous ? Demanda Antoine, luttant pour garder une voix neutre malgré la rage qui bouillait en lui. Votre mère est un obstacle, dit directement Laurence. Elle l'a toujours été, contrôlant des parts du patrimoine, ayant une voix dans les décisions de l'entreprise, sans rien comprendre aux affaires. Gabriel est l'héritier légitime, mais Hélène a toujours eu plus de pouvoir qu'elle n'aurait dû. Il fallait que ça change. Et vous avez décidé de forcer ce changement en la faisant interner illégalement, dit Antoine, chaque mot pesant des tonnes. Il n'y a rien d'illégal quand vous avez les bonnes personnes qui signent les bons documents, répondit Laurence avec arrogance. J'ai appris ça à la fac, vous savez. Parfois, la loi peut être modelée pour servir vos intérêts, si vous savez quelle ficelle tirer. Et combien de vies avez-vous détruites en tirant? Ces ficelles, Laurence. Elle haussa les épaules. Je ne tiens pas le compte, mais je peux vous dire que le système fonctionne parfaitement, depuis des années. Hélène n'est qu'une de plus dans le système. Et quand tout cela sera passé, quand elle sera enfin libérée, trop faible et confuse pour contester quoi que ce soit, Gabriel aura le contrôle total sur sa part du patrimoine. Et moi, en tant qu'épouse dévouée, je l'aiderai à tout gérer. Antoine eut envie de crier, d'exploser, de faire payer physiquement Laurence pour chaque mot cruel. Mais il se contrôla, parce qu'il savait qu'il avait exactement ce dont il avait besoin. Une confession complète, enregistrée, peut-être irrecevable au tribunal, mais dévastatrice pour l'opinion publique.
Je comprends, dit-il calmement. Vous avez pensé à tout. Je pense toujours à tout, Antoine. C'est pour ça que j'ai toujours gagné, répondit Laurence en se tournant pour partir. Maintenant, je vous suggère de retourner à vos réunions d'affaires et de laisser les affaires de famille à ceux qui comprennent vraiment comment elles fonctionnent. Quand Laurence partit, Antoine resta immobile un long moment. Puis, les mains tremblantes, il éteignit l'enregistreur et envoya immédiatement le fichier audio à Marine, Patricia et au docteur Renaud avec un message simple « J'ai réussi ». Marine appela 5 minutes plus tard, sa voix électrique d'excitation. « Antoine, c'est de l'or pur. Elle a tout avoué. La manipulation, la corruption, tout le système. » Patricia fut plus prudente. « C'est une confession puissante mais obtenue à son insu. Il pourrait y avoir des problèmes juridiques avec ça. » « Je me fiche des problèmes juridiques, » dit Antoine. « Ce qui m'importe, c'est de sauver ma mère et d'exposer ces gens. Utilisez cet enregistrement comme vous le jugerez bon. Marine avait déjà une longueur d'avance. Je publierai l'article demain, avec cet enregistrement comme pièce maîtresse. Ça va provoquer un tremblement de terre. Préparez-vous. » Et ce fut le cas. Quand l'article de Marine fut publié le lendemain, la réaction fut immédiate et explosive. Le titre disait « Schéma d'hospitalisation forcée impliquant médecins, juges et l'élite parisienne ». Le texte était méticuleusement détaillé, présentant des cas documentés, montrant les liens financiers, incluant des extraits de l'enregistrement de Laurence, et protégeant l'identité des sources tout en précisant que de multiples témoins corroboraient l'histoire. Les réseaux sociaux explosèrent. L'article fut partagé des milliers de fois en quelques heures. Des hashtags commencèrent à apparaître. Justice pour Hélène, Team Scandale Aube Nouvelle, Corruption Santé. Les opinions se divisèrent, comme toujours, mais la majorité était indignée. Des demandes d'enquête officielles inondèrent les pages des autorités. Les politiciens, sentant la pression publique, commencèrent à se prononcer pour exiger une enquête. La clinique de l'Aube Nouvelle publia un communiqué niant toutes les accusations, affirmant que l'article était diffamatoire et annonçant qu'il prendrait des mesures légales contre la journaliste. Laurence, par l'intermédiaire de son avocat, fit de même, qualifiant l'enregistrement de montage et de violation de la vie privée. Mais le mal était fait. L'opinion publique avait déjà choisi son camp. Antoine reçut des centaines de messages de soutien, mais il reçut aussi des menaces, des messages anonymes l'avertissant d'arrêter, de se rétracter, de faire retirer l'article. Certains étaient plus explicites, décrivant en détail ce qui pourrait lui arriver s'il continuait sa croisade. Il les ignora tous. Pendant ce temps, d'autres commencèrent à se manifester. Des familles d'autres patients internés à la clinique de l'Aube Nouvelle contactèrent Marine, partageant leurs propres histoires. Des cas similaires. Des hospitalisations douteuses. Un accès soudain aux ressources patrimoniales par des parents éloignés ou des conjoints. Le schéma était indéniable. L'une de ces familles était celle de Claire Meunier, une femme de 45 ans dont le père avait été interné dans la même clinique 2 ans plus tôt. Il y était décédé, officiellement de complications cardiaques, mais Claire avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Quand elle vit l'article de Marine, elle décida qu'il était temps de parler. « Mon père était fort, en bonne santé, lucide », dit-elle dans une interview vidéo qui devint rapidement virale. Mon oncle, son frère, a obtenu une hospitalisation sous contrainte en prétendant que papa avait des épisodes d'agressivité. C'était un mensonge complet. Papa a été emmené à la clinique de l'Aube Nouvelle et 3 mois plus tard, il était mort. Et mon oncle, par coïncidence, a hérité de la part de l'entreprise familiale qui appartenait à mon père. Des histoires comme celle de Claire se multiplièrent, chacune ajoutant plus de poids, plus de preuves, plus de confirmation que le système était réel, systématique, et avait détruit des familles entières. La pression sur les autorités devint insoutenable. Le parquet annonça l'ouverture d'une enquête formelle. La police judiciaire fut saisie. Des mandats de perquisition furent délivrés pour la clinique de l'Aube Nouvelle, pour les cabinets d'avocats impliqués, pour les domiciles des médecins suspects. Et finalement, une ordonnance du juge détermina le retrait immédiat de tous les patients de la clinique de l'Aube Nouvelle pour une évaluation médicale indépendante dans d'autres institutions. Antoine reçut la nouvelle de Patricia par téléphone. Sa mère serait transférée le lendemain. « Je serai là », dit-il immédiatement. «
J'irai la chercher personnellement. Antoine, hésita Patricia, préparez-vous. Je ne sais pas dans quel état sera votre mère. Une semaine de médication forcée, d'isolement, de traitement inapproprié, cela a pu causer des dommages. Peu importe, répondit Antoine, sa voix se brisant d'émotion. Je la ramènerai à la maison. Et je prendrai soin d'elle, aussi longtemps qu'il le faudra. Cette nuit-là, seul dans sa demeure silencieuse, Antoine se promena dans le jardin d'orchidées que sa mère aimait tant. Beaucoup de fleurs avaient fané en son absence, sans son contact soigneux, sans son attention dévouée. Mais certaines fleurissaient encore, têtues, résistantes, refusant d'abandonner. « Comme toi, maman », murmura Antoine aux orchidées, refusant d'abandonner, résistant. « Et demain, je te ramène à la maison, dans ton jardin, dans ta vie. J'ai promis que j'arrangerais ça, et je tiens ma promesse. » Le matin se leva nuageux sur Paris. Mais pour Antoine, cela semblait le jour le plus lumineux de sa vie. Il n'avait pas dormi, mais ce n'était pas par anxiété ou inquiétude. C'était par attente. Dans quelques heures, il reverrait sa mère. Et cette fois, il la ramènerait à la maison. Patricia, Marine et le docteur Renaud l'accompagnèrent à la clinique de l'Aube Nouvelle. L'endroit qui, quelques jours plus tôt, représentait un symbole d'oppression et d'injustice, était maintenant encerclé par des voitures de police, des fourgons du parquet et des véhicules de presse. La façade impeccable de la clinique semblait moins imposante sous le regard du public, comme si le bâtiment lui-même savait que ses secrets avaient été exposés. Des agents de la police judiciaire entraient et sortaient du bâtiment, transportant des boîtes de documents, des ordinateurs, des dossiers. À l'intérieur, médecins et administrateurs étaient interrogés. Des dossiers médicaux étaient saisis. Des patients étaient soigneusement transférés vers d'autres institutions pour une évaluation indépendante. Antoine passa la sécurité en montrant l'ordonnance du juge, qui lui donnait le droit de venir chercher sa mère. Un officier l'accompagna dans les couloirs blancs et aseptisés de la clinique jusqu'à la chambre où Hélène était logée. Logée. Quel mot inapproprié pour décrire une captivité, pensa amèrement Antoine. Quand la porte s'ouvrit et qu'il la vit, son cœur se brisa et se remplit de soulagement en même temps. Hélène était assise sur le lit, vêtue d'une simple blouse d'hôpital, ses cheveux grisonnants plus en désordre qu'il ne s'en souvenait. Elle était plus mince, sa peau pâle, ses yeux légèrement vitreux à cause de l'effet résiduel des médicaments. Mais quand elle regarda vers la porte et vit Antoine, quelque chose s'alluma dans ses yeux. Reconnaissance, soulagement, amour. « Mon fils », murmura-t-elle, sa voix faible mais claire, « tu es venu. » Antoine traversa la chambre en 3 longues enjambées et l'enveloppa dans ses bras, la sentant trembler contre lui. « J'ai promis que je viendrais, maman, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai promis que je te sortirais d'ici. » Hélène s'agrippa à son fils comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu incompréhensible. « Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont amené ici, » murmura-t-elle. « J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas malade, que je n'avais pas besoin d'être ici. Mais personne n'écoutait. Ils me donnaient juste des médicaments, tant de médicaments, et j'étais si fatiguée, si confuse. Je sais, maman, je sais. Mais c'est fini, maintenant. On rentre à la maison. » Une médecin désignée par le parquet entra dans la chambre, se présentant comme le docteur Marcia Oliveira. Elle allait faire une évaluation préliminaire d'Hélène avant qu'elle ne puisse quitter la clinique. L'évaluation dura environ 30 minutes. La docteure posa des questions simples sur l'orientation temporelle et spatiale, vérifia les signes vitaux, examina l'historique des médicaments administrés ces derniers jours. Son expression devenait plus sérieuse à chaque découverte. Quand elle eut terminé, elle appela Antoine à l'extérieur de la chambre. « Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix professionnelle mais clairement indignée, votre mère a été soumise à des doses massives de sédatifs et d'antipsychotiques complètement inutiles. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque trouble mental qui justifierait ce traitement. Ce qu'ils lui ont fait est, franchement, criminel. »« Elle va s'en remettre ?» demanda Antoine, la voix tendue. « Avec le temps, oui. Heureusement, l'hospitalisation a été relativement courte. Quelques semaines de plus sous ce régime médicamenteux et les dommages auraient pu être permanents. Mais avec un suivi adéquat, un sevrage progressif des médicaments et beaucoup de soins, elle devrait retrouver son état normal. » Antoine sentit les larmes lui brûler les yeux. « Merci, docteur, de prendre soin d'elle. »
Le docteur Oliveira hocha la tête. « Je vais prescrire un plan de sevrage des médicaments et recommander un suivi psychologique pour l'aider à surmonter le traumatisme de cette expérience. Personne ne devrait vivre ce que votre mère a vécu. » Quand Antoine retourna dans la chambre, il trouva Marine en train de parler doucement à Hélène, lui expliquant qui elle était et comment elle avait aidé à exposer la vérité. Hélène écoutait attentivement, et malgré la confusion résiduelle, Antoine voyait l'intelligence briller encore dans ses yeux. Sa mère était forte, elle avait survécu à ça, et, avec du temps et de l'amour, elle se rétablirait complètement. La sortie de la clinique fut filmée par les caméras de multiples médias. Antoine protégea sa mère des flashs, l'enveloppant dans un manteau et la guidant doucement jusqu'à la voiture. Marine avait déjà préparé un communiqué de presse qu'Antoine lut rapidement, une déclaration demandant le respect de la vie privée de la famille pendant la convalescence d'Hélène, remerciant le soutien du public et réaffirmant l'engagement pour une justice complète pour toutes les victimes du système. Sur le chemin du retour, Hélène appuya sa tête sur l'épaule d'Antoine, comme elle le faisait quand il était enfant. « Mes orchidées m'ont tellement manqué, dit-elle doucement. Est-ce qu'elles sont encore en vie ? » « Certaines le sont, maman, et nous allons nous en occuper ensemble. Nous allons faire refleurir le jardin. » De retour à la demeure, la première chose qu'Hélène demanda fut un bain chaud et des vêtements propres. Les employés de maison, qui avaient été profondément bouleversés par ce qui s'était passé, l'accueillirent avec des larmes de soulagement et l'aidèrent avec un soin maternel. Quand Hélène descendit les escaliers 1 heure plus tard, vêtue d'une de ses robes préférées, les cheveux lavée et coiffée, elle semblait plus elle-même. Encore fragile, encore affectée par l'épreuve, mais indubitablement la même femme forte qu'Antoine avait toujours connue. Elle se dirigea directement vers le jardin, s'agenouillant soigneusement à côté des orchidées. Ses mains tremblantes touchèrent les pétales délicats avec familiarité et amour. « Pauvres fleurs, » murmura-t-elle. « Elles ont aussi senti mon absence. » Antoine s'agenouilla à côté d'elle. « On va s'en occuper ensemble, maman. Je ne voyagerai plus autant. Je ne te laisserai plus seule. » Hélène se tourna pour le regarder et Antoine vit des larmes dans ses yeux. « Tu m'as sauvé, mon fils. Quand j'étais là-dedans, confuse, effrayée, je me suis accrochée à la certitude que tu ne m'abandonnerais pas. Et j'avais raison. » Antoine la serra délicatement dans ses bras, sentant sa fragilité, mais aussi la force résiliente qu'il avait toujours définie. « Je serai toujours là pour toi, maman. Toujours. » Pendant ce temps, la tempête qu'Antoine, Marine et leurs alliés avaient déclenchée continuait de prendre de l'ampleur. L'enquête policière s'approfondissait, se ramifiant dans de multiples directions. Des comptes bancaires furent gelés, des documents furent analysés, des témoins furent entendus. Laurence tenta de fuir. 2 jours après la publication de l'article de Marine, elle prit un vol pour l'Uruguay, prévoyant de se rendre ensuite dans un pays sans traité d'extradition avec la France. Mais Interpol avait déjà été alertée. Elle fut arrêtée à l'aéroport de Montevideo et extradée vers la France en quelques jours. Le retour de Laurence fut un spectacle public, menottée, escortée par des agents de la police judiciaire, entrant dans une voiture de police sous le regard attentif des caméras et de la foule en colère qui s'était rassemblée pour la voir être emmenée en prison. La femme qui, quelques semaines plus tôt, respirait la confiance et le contrôle, semblait maintenant petite, effrayée, vaincue. Gabriel était anéanti. Quand Antoine rencontra enfin son fils après le sauvetage d'Hélène, Gabriel pleura comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. « Je ne savais pas, papa, » sanglota-t-il. « Je jure que je ne connaissais pas l'ampleur de tout ça. Laurence me disait que c'était pour le bien de mamie, que les médecins savaient ce qu'ils faisaient. J'ai été un lâche, j'ai été faible. » Antoine serra son fils dans ses bras, sentant sa propre colère et son ressentiment lutter contre l'amour paternel. « Tu as été manipulé, Gabriel, comme d'autres l'ont été. Mais maintenant, tu as la chance de faire ce qu'il faut. Témoigner contre Laurence, aider à garantir qu'elle et tous les complices paient pour leurs crimes. » Gabriel accepta, décidant de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Sa mère, qui était jusqu'alors absente de sa vie, réapparut pour lui offrir son soutien. C'était une femme avec qui Antoine avait eu une brève relation des décennies plus tôt, une relation qui n'avait pas fonctionné, mais qui avait donné naissance à Gabriel. Elle n'avait jamais été très présente dans la vie de son fils, ce qui avait toujours pesé sur la conscience d'Antoine comme sa responsabilité. Mais maintenant,
Voyant Gabriel vulnérable et ayant besoin de sa famille, elle revint et ensemble ils commencèrent à l'aider à se reconstruire. Le procès commença 3 mois plus tard. La salle d'audience était bondée tous les jours, avec des files d'attente se formant dès les premières heures du matin, de personnes voulant assister au déroulement de l'affaire qui avait choqué le pays. Laurence fut accusée de multiples crimes: séquestration avec fraude, escroquerie aggravée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, abus de confiance, et plus encore. Les procureurs présentèrent des piles de preuves, des documents financiers montrant le flux d'argent illégal, des témoignages de victimes et de familles détruites par le système. L'enregistrement dévastateur où Laurence avouait tout, mais le moment le plus marquant du procès fut quand Hélène monta à la barre des témoins. Elle s'était remarquablement remise dans les semaines qui avaient suivi sa libération. Avec un suivi médical adéquat, une thérapie et l'amour de sa famille, sa lucidité et sa force étaient revenues complètement. Vêtue d'un tailleur élégant mais discret, Hélène parla d'une voix claire et ferme de son expérience. Elle décrivit la peur qu'elle avait ressentie quand des hommes en uniforme l'avaient arrachée de sa maison, l'impuissance d'être enfermée dans une chambre étrange, droguée contre sa volonté, la confusion croissante causée par les médicaments qui la laissaient hébétée et incapable de penser clairement, et enfin, la terreur de réaliser que personne ne croyait à ses protestations de santé mentale. « Je me suis demandé si j'allais devenir vraiment folle, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement pour la première fois. « Si les médicaments continuaient, si l'isolement persistait, si personne ne venait me sauver. J'ai cru que j'allais mourir dans cet endroit, loin de ma maison, de mes orchidées, de mon fils. Et tout ça pour l'argent. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que ma vie valait moins que mon argent. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Même le juge, un homme expérimenté habitué aux cas difficiles, dut faire une pause momentanée pour se ressaisir. D'autres témoignèrent également. Claire Meunier parla du père qu'elle avait perdu. Le docteur Renaud détailla les irrégularités qu'il avait observées. Marine présenta toute la documentation qu'elle avait recueillie. Famille après famille partagea des histoires similaires de pertes, de manipulation et d'injustice. Les complices de Laurence furent également jugés, les médecins qui avaient signé de faux rapports. Le juge Antoine Cartier, qui avait approuvé des hospitalisations sans la diligence requise. Les administrateurs de la clinique de l'Aube Nouvelle, qui avaient facilité le système. Les avocats, qui avaient préparé des documents frauduleux. Chacun faisant face à ses propres accusations, ses propres procès, ses propres condamnations. Quand le verdict final fut lu, 3 mois après le début du procès, la sentence fut sévère. Laurence fut condamnée à 28 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Ses biens furent saisis pour indemniser les victimes. Ses complices reçurent des peines allant de 8 à 20 ans, selon leur niveau d'implication. La clinique de l'Aube Nouvelle fut définitivement fermée. Son bâtiment serait transformé en un centre de soutien pour les personnes âgées vulnérables, une ironie qui n'échappa à personne. Et peut-être la conséquence la plus importante, une vaste réforme du système d'hospitalisation sous contrainte fut lancée. De nouvelles garanties furent mises en place. Les évaluations médicales indépendantes devinrent obligatoires. Le processus judiciaire gagna en supervision et en transparence. Tout cela pour garantir que l'horreur qu'Hélène et tant d'autres avaient subie ne puisse plus jamais se reproduire. 1 an après le sauvetage d'Hélène, Antoine organisa une cérémonie spéciale dans sa demeure. Familles de victimes, journalistes, avocats, médecins éthiques, tous furent invités. C'était le lancement officiel de la Fondation Hélène Dubois pour la protection des personnes âgées vulnérables. La Fondation offrirait une assistance juridique gratuite aux familles soupçonnant des manipulations, une éducation sur les droits des personnes âgées, un soutien psychologique pour les victimes d'hospitalisation frauduleuse, et travaillerait activement avec les autorités pour surveiller et améliorer le système de santé mentale en France. Hélène, maintenant complètement rétablie et plus dynamique que jamais, fut la première à prendre la parole lors de la cérémonie. Elle se tenait dans son jardin, entourée des orchidées qu'elle avait soignées avec tant de dévouement, des fleurs qui s'épanouissaient maintenant dans toute leur gloire. « J'ai survécu à quelque chose que personne ne devrait avoir à survivre », commença-t-elle, sa voix ferme atteignant tous les présents. « On m'a arraché à ma maison, à ma vie, traité comme si j'étais mentalement incapable,
alors que j'étais parfaitement lucide, drogué jusqu'à presque perdre ma raison. Et tout ça pour l'argent. Tout ça parce que mon patrimoine était plus précieux que mon humanité. Elle fit une pause, regardant Antoine avec fierté et amour. Mais mon fils n'a pas renoncé, à moi. Ni les alliés qu'il a trouvés en chemin. Marine Bertrand qui a risqué sa carrière pour exposer la vérité. Maître Patricia Leclerc, qui s'est battue sans relâche dans le système juridique. Le docteur Fernand Renaud, qui a eu le courage de dénoncer tout en connaissant les conséquences. Et tant d'autres qui ont refusé d'accepter l'injustice. L'auditoire applaudit et Hélène sourit. Cette fondation existe pour garantir que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu, pour protéger les plus vulnérables d'entre nous, pour rappeler à la société que les personnes âgées ne sont pas jetables, que leurs vies ont de la valeur indépendamment de l'argent qu'elles possèdent. Antoine monta sur la scène improvisée installée dans le jardin, se tenant aux côtés de sa mère. Il regarda la foule rassemblée, voyant les visages de personnes qui avaient souffert, qui s'étaient battues, qui avaient gagné. « Cette fondation est plus qu'une organisation, dit-il. C'est un engagement à ne plus jamais permettre que le système soit utilisé pour détruire des familles, à garantir que la cupidité et la corruption ne l'emportent pas sur l'amour et l'humanité. » Dans les mois qui suivirent, la fondation Hélène Dubois grandit rapidement. Des cas arrivaient de toute la France. Des familles désespérées cherchant de l'aide, des personnes âgées vulnérables ayant besoin de protection, des dénonciations d'irrégularités dans d'autres institutions. Et la Fondation répondait à chaque appel, enquêtant, intervenant, luttant. Marine continua son travail de journaliste, se concentrant désormais sur les questions de justice sociale et de protection des plus vulnérables. Ses reportages remportèrent des prix nationaux et internationaux. Elle devint une voix respectée, redoutée par ceux qui opéraient dans l'ombre et célébrée par ceux qui cherchaient la lumière. Le docteur Renaud trouva un poste dans un hôpital public où il pouvait exercer la médecine avec éthique et intégrité. Il devint également consultant pour la Fondation, aidant à identifier les cas suspects et à éduquer d'autres professionnels sur les signes d'hospitalisation frauduleuse. Patricia développa son cabinet d'avocat, se spécialisant dans le droit des personnes âgées et des majeurs protégés. Elle offrait une partie de son temps gratuitement par le biais de la Fondation, garantissant que la justice ne soit pas seulement le privilège des riches. Gabriel, après avoir divorcé de Laurence et suivi une thérapie approfondie, reconstruisit lentement sa vie. Il se réconcilia complètement avec Antoine et Hélène. Il commença à travailler dans l'entreprise familiale, cette fois avec un but renouvelé et une conscience des responsabilités qui accompagnent le privilège. Et Hélène, la survivante résiliente au centre de tout cela, s'épanouit comme ces orchidées bien-aimées. Elle devint le visage de la Fondation, voyageant à travers le pays pour partager son histoire, inspirant les autres à se battre, à résister, à ne jamais abandonner. À 75 ans, elle avait plus d'énergie et de détermination que beaucoup de personnes de la moitié de son âge. Un dimanche après-midi, 1 an et demi après sa libération, Antoine trouva sa mère dans le jardin, comme toujours. Elle taillait délicatement les orchidées, fredonnant une vieille mélodie qu'il se souvenait de son enfance. « Comment vont tes fleurs, maman ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Elles fleurissent, » répondit-elle avec un sourire. « Comme nous, après avoir failli mourir, nous fleurissons. » Antoine prit sa main, observant les marques du temps et de la vie sur cette peau. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Hélène serra la main de son fils. « Je ne suis pas forte, mon chéri. Juste têtue. J'ai refusé d'abandonner. J'ai refusé qu'il me brise. Et je t'avais, toi, pour me donner une raison de me battre. Je serai toujours là, maman. Je sais, mon fils. Je l'ai toujours su. » Ils restèrent assis là dans un silence confortable, entourés par les orchidées qui avaient été témoins de tout, les fleurs qui avaient fané en l'absence d'Hélène et qui avaient fleuri à son retour, des symboles parfaits de résilience, de beauté et de la capacité à survivre même dans les conditions les plus adverses. L'histoire d'Hélène et d'Antoine devint une source d'inspiration pour de réels changements dans le système. Des lois furent réformées, des protections furent renforcées, et bien que la lutte contre la corruption et l'exploitation ne se termine jamais complètement, au moins maintenant, il y avait des gardiens vigilants, il y avait des gens prêts à se battre, il y avait de l'espoir.
Et dans une somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine, dans un jardin rempli d'orchidées, une mère et son fils trouvèrent la paix. Ils trouvèrent la guérison. Ils retrouvèrent le chemin l'un vers l'autre après avoir failli tout perdre. Parce qu'à la fin, ce n'est pas l'argent qui a gagné. Ce n'était pas le pouvoir, ni les relations, ni les manipulations légales. C'était l'amour. L'amour d'un fils pour sa mère. L'amour qui a refusé d'accepter l'injustice. L'amour qui a déplacé des montagnes, renversé des empires de corruption et apporté la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Et cet amour, aussi pur et inébranlable que les orchidées qui continuaient de fleurir, était le véritable héritage qu'Hélène et Antoine laisseraient au monde. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène et d'Antoine a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de lutte, d'amour et de justice, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le courage d'Antoine face à la corruption, la résilience d'Hélène, la détermination de Marine à exposer la vérité? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les défis que nous affrontons et la force que nous trouvons lorsque nous refusons d'abandonner ceux que nous aimons. Votre participation dans les commentaires inspire de nouvelles histoires et renforce notre communauté. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec un autre récit qui vous fera réfléchir sur la famille, la justice et le pouvoir transformateur de l'amour. À bientôt.